D'accord. Pour le prochain exposé, nous allons discuter de la préparation d'un protocole de recherche. Pour en revenir à notre cadre conceptuel, nous avons maintenant notre question clinique ou l'idée clinique qui nous a frappé dans la salle d'opération. Nous l'avons transformée en une question de recherche solide et vérifiable. Et maintenant, nous allons prendre cette question de recherche et ajouter certains des détails les plus importants qui vont être inclus dans une proposition. Et ça pourrait être une proposition à l'IFB, un financement, juste avancer vers la prochaine étape pour mener votre étude. Les objectifs d'apprentissage sont donc de définir quelques termes qui sont vraiment essentiels pour une proposition. Les critères d'éligibilité. Nous parlerons un peu plus en profondeur des résultats, puis nous nous pencherons un peu sur le calcul de la taille de l'échantillon, car c'est souvent une grosse pierre d'achoppement. Et puis nous allons discuter un peu de l'éthique de la recherche et de l'importance de la conduite de la recherche. De la conduite responsable de la recherche. Donc nous allons poursuivre avec le même exemple que nous avons déjà utilisé, qui est cet essai randomisé qui compare l'enclouage intramédulaire à la fixation externe pour les fractures ouvertes du tibia. Le premier élément à inclure dans une proposition de recherche est donc de clarifier plus en détail la population étudiée. Cela se réalise grâce à des critères d'éligibilité qui seront utilisés pendant l'étude pour sélectionner les patients potentiellement éligibles et déterminer qui peut être inclus et qui doit être exclu. C'est en quelque sorte une liste de contrôle, mais qui définit précisément qui constituera la population cible de l'étude. Et je pense que l'on est souvent tenté d'ajouter de nombreux critères d'inclusion et d'exclusion pour créer une population vraiment homogène. D'un point de vue expérimental, c'est une bonne chose d'avoir beaucoup d'homogénéité. Cependant, cela présente aussi des inconvénients. Si vous êtes trop homogène, vous risquez tout d'abord de compromettre la taille de votre échantillon et de rendre l'étude difficile à mener à bien. Nous en reparlerons dans une seconde. L'autre inconvénient c'est que vous perdez la possibilité de généraliser vos résultats à une population plus large. Ainsi, si vous ne vous intéressez qu'aux fractures ouvertes de la diaphyse tibiale du côté gauche, avec des plaies de 5 à 8 cm, vous aurez une population très spécifique, mais vous ne pourrez pas généraliser vos résultats et vous aurez du mal à trouver ces patients. C'est en quelque sorte l'élément essentiel. C'est l'argument pour éviter d'être trop restrictif avec la taille de votre échantillon. Cependant, si vous allez trop loin dans l'éligibilité, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous avez à la fois des fractures ouvertes et des fractures fermées. Les patients de votre étude réagissent différemment à votre intervention et à votre contrôle. Les fractures ouvertes et fermées pourraient avoir des effets très différents. Nous allons nous concentrer principalement sur les fractures de la diaphyse. Et si vous les regroupez tous sans distinction, vous pourriez constater que l'effet qui vous intéresse est atténué. Il est donc crucial de trouver le bon équilibre entre cette population cible, qui est appropriée et spécifiquement adaptée pour répondre à votre question de recherche, tout en maintenant une taille d'échantillon suffisante, avec le bon niveau d'homogénéité pour observer l'effet de l'intervention qui vous intéresse. Pour notre exemple, nous avons défini nos critères d'inclusion, des fractures du tibia type OTA 42. Nous nous concentrerons sur les fractures diaphysaires. Vous savez, les fractures du plateau tibial et de la ligne P peuvent se comporter différemment. Les traitements varient. On ne peut pas toujours utiliser les clous, etc. On précisera que c'est une castella de type 1 à 3A, parce que vous savez là, les blessures nécessitant des lambeaux. D'autres problèmes peuvent se comporter différemment avec des taux d'infection plus élevés, indépendamment de notre fixation, comme les blessures vasculaires. De plus, les enfants réagissent différemment au traitement des adultes. Ils guérissent les fractures autrement. Nous allons donc préciser les patients adultes pour les critères d'inclusion. C'est donc la première série de patients que nous envisageons d'inclure dans notre étude. Ensuite, nous appliquerons nos critères d'exclusion. Une fois ces patients identifiés, nous recueillerons des informations supplémentaires et utiliserons ces critères pour exclure certains qui pourraient ne pas convenir à notre étude. Par exemple, les patients avec un retard significatif.
Ici, nous avons choisi 24 heures, mais cela peut être plus. Le souci est que si quelqu'un est très retardé, avec une fracture très contaminée, on pourrait éviter de mettre un clou. Nous avons déjà discuté des problèmes de couverture des lambeaux, des lésions vasculaires et d'autres soucis possibles. Cela inclut les patients avec des lésions graves à la tête qui pourraient ne pas participer à certaines évaluations des résultats. Vous pouvez exclure les patients avec des risques qui empêchent le traitement. Cela peut aussi influencer les mécanismes de l'étude. Ce sont des critères d'exclusion à conserver. Maintenant que vous êtes au courant des critères d'éligibilité, nous pouvons discuter un peu plus en détail des résultats. Comme nous l'avons mentionné auparavant, il est essentiel de n'avoir un seul résultat principal, car cela vous oblige à concentrer votre étude sur un point précis. Vous devez faire le choix d'une seule étude ou d'un seul élément pour alimenter votre recherche. Cependant, vous pourriez avoir l'intention de mesurer d'autres résultats, car il arrive que le résultat principal soit effectivement le plus significatif, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est utile d'avoir des résultats supplémentaires pour expliquer le mécanisme sous-jacent au résultat principal. Par exemple, si le résultat principal est la qualité de vie, et vous trouvez une différence entre les traitements, pourquoi? Est-ce à cause d'un taux d'infection plus élevé? Guérissent-ils moins vite? Qu'explique cette différence dans le résultat principal? Les résultats secondaires sont alors cruciaux. Mais on ne peut pas conclure sur la différence entre les interventions avec eux, comme avec le résultat primaire, car ils ne sont pas conçus pour cela. L'autre aspect crucial des résultats, que nous n'avons pas encore abordé, est le timing. Cela peut concerner la durée ou le moment précis où vous allez évaluer le résultat. Et parfois, cela se fait à plusieurs moments. Il est donc essentiel de définir cet intervalle, qui dépendra du résultat. Par exemple, si votre résultat est, vous savez, l'infection ou disons même la durée du séjour, alors cela nécessitera un suivi à très court terme, une période de suivi assez courte qui sera nécessaire. Cependant, si vous vous intéressez à l'arthrite post-traumatique parce que vous craignez que ces tibias développent des malignités, il pourrait être nécessaire d'avoir des décennies de suivi pour pouvoir les détecter. Cela serait donc très intéressant à étudier. Mais cela n'est pas forcément réalisable. Le moment où le résultat se manifeste est donc également très important et peut finalement influencer la faisabilité aussi. Je crois que c'est un cadre conceptuel captivant que j'emploie lorsque j'évalue les résultats. Le principe fondamental est que, quel que soit le problème clinique, la blessure ou la maladie que nous analysons, il existe une biologie sous-jacente qui est pathologique et qui mérite d'être étudiée en profondeur. La pathologie provoque des symptômes que le patient ressent qui peuvent influencer ou non sa fonction et qui peuvent également ou non affecter la perception qu'il a de son propre état de santé. Cela peut finalement avoir un impact sur sa qualité de vie globale. Ainsi, nous avons la capacité de mesurer les résultats à différents endroits de ce spectre. Si nous choisissons de mesurer près du côté gauche, c'est-à-dire au niveau de la cause première du problème, il devient plus aisé de détecter les différences. Mais très souvent, les différences ne changent pas vraiment la qualité de vie. Par exemple, dans l'étude du tibia ouvert, une variable serait la cicatrisation au rayon X. Cela pourrait être la cicatrisation ou l'alignement au rayon X. Pour la cicatrisation, ce pourrait être le score de rouille essentiel à la guérison de l'os. Mais nous avons tous vu des cas où l'os n'a pas guéri ou a guéri lentement sans que le patient ait toujours des symptômes. Nous pourrions donc mesurer la douleur ou les scores de douleur. Cela nous rapproche un peu plus de la qualité de vie. Pour la fonction, nous pourrions demander aux patients s'ils peuvent s'accroupir et sourire. Il existe d'autres tests fonctionnels que nous pourrions demander ou quelle est leur tolérance à la marche. Pour la qualité de vie que nous pouvons observer. Il existe divers scores pour évaluer la qualité de vie. Le score EQF5D est un score assez simple que nous utilisons fréquemment. Il évalue la qualité de vie du patient en relation avec sa santé. Enfin, nous pourrions examiner les paramètres cliniques qui influencent la qualité de vie des patients, comme le fait de devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale ou de rencontrer une complication majeure. L'essentiel, c'est que la chose la plus cruciale, nous serons tous d'accord, est de déterminer si nous parvenons à améliorer la qualité de vie du patient. Mais plus nous mesurons cette extrémité du spectre, plus nous risquons d'obtenir des bruits de divers aspects du patient. Quelle est sa tolérance à la douleur? Son état de santé, son niveau fonctionnel de base, ainsi que son environnement, l'aide et le soutien social qu'il reçoit. L'essentiel est donc d'essayer de mesurer ce spectre autant que possible. Donc,
Optez pour un résultat principal qui est probablement plus proche du côté droit de l'échelle concernant la qualité de vie et ce qui est vraiment important pour les patients. Cependant, assurez-vous de mesurer les résultats secondaires à travers tout le spectre pour obtenir une compréhension approfondie du mécanisme qui entraîne les différences observées dans les résultats qui sont cliniquement les plus significatifs. En termes de qualité de vie. Voici un exemple. Dans cette étude, nous examinerons la réopération comme résultat principal, mais aussi plusieurs résultats secondaires comme l'alignement radiographique, la guérison avec le score russe, à l'extrémité biologique, un questionnaire de qualité de vie à l'autre extrémité et un résultat fonctionnel comme l'accroupissement et le sourire au milieu. Maintenant que nous avons les résultats, nous pouvons penser à la puissance et à la taille de l'échantillon. Je pense que nous allons éviter, vous savez, de plonger dans les détails de l'analyse statistique et d'ennuyer tout le monde avec des stats. Mais s'il y a un concept statistique crucial à comprendre, c'est la puissance. La probabilité de détecter une différence réelle, je pourrais le répéter 10 fois et ne pas tout comprendre. Il faut du temps pour saisir ce concept. Une meilleure façon de l'expliquer est de se demander ce qui se passe sans assez de puissance. Si votre étude manque de puissance, avec un échantillon trop petit, elle ne montrera aucune différence, même s'il y a une différence entre les deux traitements. C'est donc une source d'études négative et vous ne voulez pas vraiment en faire une. Vous savez, ce n'est pas idéal de mener une étude trop petite et de conclure à tort qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a une entre les deux traitements. Nous pouvons donc anticiper cela en calculant la taille de l'échantillon. Nous pouvons essayer de prévoir le nombre de patients nécessaires pour voir une différence significative. Comment faire? Plusieurs éléments entrent en jeu. Et cela dépasse légèrement le cadre de cette présentation d'aller trop en profondeur. Mais il est crucial de connaître le type de résultat, qu'il s'agisse d'un résultat binaire, comme la réopération, ou d'un résultat continu, comme la qualité de vie. Vous devez savoir quelle différence vous cherchez à détecter. Voulez-vous détecter une très petite différence, ce qui demandera beaucoup de patience? Souhaitez-vous détecter une différence plus grande sans autant de données? Vous ignoriez la variabilité, mais connaissez la puissance désirée, parfois appelée erreur de type 2. La norme est 80%. Vous voulez être sûr à 80% qu'un résultat négatif est vraiment négatif. Ensuite, l'alpha, l'autre aspect, c'est votre niveau de confiance si vous trouvez une différence. Oui. Et pour cet exemple, disons que notre résultat principal est la réopération. C'est un résultat dichotomique, donc c'est soit oui, soit non. La différence que nous cherchons à détecter est de 20% contre 10%. Nous en reparlerons bientôt. Avec des résultats binaires, il n'y a pas de mesure de variabilité ou d'écart type à considérer, ce qui est bien. La puissance, comme je l'ai déjà mentionné, est en général de 80%, et la norme pour l'alpha est fixée à 5%. Ces données sont donc généralement assez cohérentes, peu importe l'étude. Ce sont en quelque sorte les normes établies. Certains diront qu'il faut viser une puissance de 90%, mais le minimum généralement accepté est de 80%. La norme générale pour l'alpha reste à 5%. C'est donc une ressource utile. Vous pouvez calculer la taille de l'échantillon avec. La plupart des logiciels statistiques ont un package ou une commande pour cela. Mais c'est un site web gratuit de l'UCSF que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour ce calcul. C'est samplesize.net. En visitant ce site, vous verrez les différents types de mesures de résultats. Il suffit de cliquer sur le lien et d'entrer tous ces chiffres là-dedans. Pour votre étude, il propose par défaut un alpha de 0,05 et un bêta, qui est un moins la puissance. Donc, un bêta de 20 équivaut à une puissance de 80%. Ensuite, nous pouvons entrer notre risque de base de 10%. Notre risque, nos deux risques de 10 et 20%. Et ça nous donnera notre calcul. Vous voyez ici, avec les données que j'ai indiquées, il faudrait 400 patients. De plus, pour compliquer les choses, il faut prévoir la perte de suivi. Donc, si 20% des patients ne reviennent pas, il faut en réalité 500 patients pour compenser cette perte de 20% et avoir encore 400 patients. Cela est donc intégré dans le calcul de la taille de l'échantillon,
mais c'est essentiellement comme ça que vous procédez. Nous allons juste discuter un peu plus de la taille de l'effet, car c'est probablement, parmi toutes les variables, l'une des parties les plus complexes. Du calcul pour déterminer quoi inclure. Et c'est une sorte de tension entre deux choses distinctes. D'une part, si vous voulez la différence, choisissez la plus petite taille d'effet cliniquement significative. Mais si on considère une taille d'effet de 1%, le taux de réopération serait de 10% contre 11%. Si c'était cliniquement significatif, il faudrait près de 30 000 patients, ce qui est impossible. Si 10% contre 15% est cliniquement significatif, alors il faut 1370 patients. Et pour 10% contre 20%, qui est clairement significatif, il faut 400 patients. Et nous allons dire que dans notre cas, c'est faisable si vous avez un centre qui est bien occupé, mais il faut vraiment examiner combien de patients vous obtenez. Chaque mois, chaque année, et combien de temps cela prendra-t-il pour atteindre ce nombre de patients? Est-ce possible de le faire uniquement dans votre centre? Avez-vous besoin de davantage de patients? Ce sont toutes les considérations qui sont prises en compte dans la discussion concernant la taille de l'échantillon. Les points clés sont que l'étude est basée sur le résultat primaire. En général, plus il y a de patients, mieux c'est. Et c'est probablement le plus grand obstacle à la faisabilité des études. Il faut donc passer beaucoup de temps à y réfléchir et à itérer sur la conception de l'étude pour s'assurer que c'est faisable. Nous allons maintenant changer de vitesse et parler de l'éthique de la recherche. Certains ont peut-être lu des articles à ce sujet, d'autres non. L'étude de Tuskegee sur la syphilis est l'une des exemples les plus sombres de l'histoire des États-Unis et sans doute aussi de l'éthique de la recherche. Mais c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître parce que, je pense, c'est un exemple puissant de recherche qui a mal tourné. Il s'agit donc d'une étude qui s'est déroulée sur 40 ans. L'idée a pris place dans une région majoritairement afro-américaine des États-Unis. Et ils ont recruté des patients qui avaient un diagnostic de syphilis. Ensuite, nous explorons les effets de la syphilis sans traitement au fil du temps. Ils voulaient étudier l'histoire naturelle et ce qui s'est passé durant ces décennies. L'étude concernait les nouveaux traitements, comme la pénicilline, rendant la syphilis très traitable. Mais les patients n'ont pas été informés de ces traitements. Ils ne les ont pas informés des objectifs de l'étude. Et donc, vous savez, c'est vraiment une sorte de le pire ou l'un des pires exemples de comportement irresponsable en recherche. Je crois que cela provient de l'étude. Beaucoup de directives et règlements éthiques en recherche en découlent. C'est pourquoi nous devons passer par un comité d'examen institutionnel pour la plupart des études que nous réalisons. Je vous encourage donc à vous informer à ce sujet. Si ce n'est pas encore fait, c'est terrifiant et triste. Mais c'est aussi une histoire cruciale à comprendre pour éviter de répéter ces erreurs. Donc, pour bien comprendre, il faut se rappeler que peu importe l'étude menée, il y a presque toujours un petit risque pour le participant. Même si c'est simplement une étude rétrospective avec des dossiers, vous allez toujours collecter des données et des informations sur les patients, ce qui les expose à un certain risque. Quand on parle d'études interventionnelles comme un essai randomisé pour changer leur traitement, le risque devient important, car le traitement diffère selon leur participation. Nous voulons garantir que tous les patients soient informés et comprennent les avantages et inconvénients et qu'ils ne sont pas obligés de participer et que leurs soins resteront identiques s'ils refusent. Et c'est juste, vous savez, extrêmement crucial. Vous savez, les IRB, les comités d'examen institutionnels,
sont souvent sujets à nos plaintes car ils ralentissent nos progrès et retardent le début de nos études, mais ils sont vraiment une ressource essentielle qui protège nos patients. Vous savez, de notre désir parfois trop enthousiaste de mener des études et de trouver des réponses à ces questions. Je vous encourage donc à consulter votre IRB, à apprendre à connaître les gens qui y travaillent et à comprendre la raison d'être de l'IRB et de ses recommandations. Pourquoi leurs recommandations sont en place. Pour protéger les patients, voici donc quelques messages à retenir. N'oubliez pas que votre population cible est définie par vos critères d'éligibilité, les critères d'inclusion et d'exclusion. En réalité, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul résultat principal. Cependant, il est possible de choisir des résultats secondaires, des résultats à travers un large spectre. De la cause première de la maladie à la qualité de vie. Et cela peut être une manière optimale de comprendre les effets de vos deux interventions et de votre comparateur. Quand il s'agit de la taille de l'échantillon, plus elle est grande, mieux c'est. N'oubliez pas de considérer les problèmes liés à la taille de l'effet et la manière dont vous souhaitez qu'elle soit. Vous savez, optez pour une taille d'effet qui est cliniquement significative, cliniquement pertinente, mais toujours réalisable pour vous permettre de la mener à bien dans votre centre. Enfin, mais certainement pas le moindre. Ne pas nuire. Protégez les patients, faites des recherches responsables et consultez votre IRB avant de débuter votre étude. Merci.